Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre. C'est Club de l'Actu. Merci de votre fidélité à la une de ce numéro. La Guinée à la croisée des chemins, feu roulant des crises sur les fronts social et politique. En effet, pendant que l'école guinéenne reste paralysée par une grève déclenchée par le SLEG et largement observée à l'échelle de tout le pays, voici maintenant un mois, la fronde des partis politiques d'opposition contre les résultats des élections communales du 4 février dernier est loin de faiblir. Comme une conjonction d'événements, les deux crises semblent s'imbriquer et toute chose donc, qui a le don d'effaroucher les esprits et d'installer une certaine psychose au sein des populations. La semaine qui démarre s'annonce tendue en Guinée alors qu'un collectif d'organisations de la société civile en Guinée appelle à une mobilisation ce lundi pour exiger du gouvernement la réouverture des classes, alors que des femmes de plusieurs quartiers de Conakry continuent d'occuper les rues pour la même cause. L'opposition républicaine appelle à une journée ville morte ce lundi à Conakry, mais aussi à des manifestations toute cette semaine. L'opposition républicaine, il faut le rappeler, qui continue de rejeter en bloc les résultats issus de ces élections communales du 4 février, tels que publiés par la CENI. Radioscopie donc de la marche sociopolitique de la Guinée dans cette émission. Deux invités pour vous ce soir, mesdames et messieurs, successivement sur ce plateau. Honorable Amadou Damaro Camara, vous le voyez déjà sur ce plateau à l'écran. Il est le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale et il sera suivi sur ce plateau par monsieur Oumar Tounkara, il est secrétaire général adjoint du SLEG. Et donc deux invités qui vont nous parler de la grève, mais aussi de la crise post-électorale. Voici le menu. Merci de nous rejoindre. Pour faire le débat, nous avons invité pour vous trois confrères qui vont interroger nos invités. Monsieur Abdoulaye Ba, journaliste au site d'information générale guinénews.org. Abdoulaye Ba, bonsoir. Et également sur ce plateau, Talibé Bari de la radio City FM et du journal La République. Talibé Bari, bonsoir. Bonsoir. Et l'autre animateur de cette émission, Mohamed Mara du groupe Adafo Média d'Espace FM et d'Espace TV. Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. On va recevoir notre premier invité à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Moi, j'aimerais commencer par vous faire réagir à cette image forte qui nous est venue cette semaine du Kenya, donc de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, où le président Kenyatta et son principal opposant ont décidé donc de fumer le calumet de la paix. Ça vous dit quoi, cette image? Ça veut dire tout simplement cet acte fort, oui. qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Le chef de l'opposition kenyan semblait être irréductible. Mais je crois qu'en son sein, la sagesse l'a emporté. L'intérêt général de la nation kenyane l'a emporté sur son intérêt personnel. Et c'est ça l'image que nous avons vue quand les deux protagonistes qui pouvaient mettre le Kenya à feu et à sang ont préféré se donner la main pour sauver le Kenya. Ça vous interpelle, cette image? Mais absolument, ça nous interpelle. Vous les politiques, ouais. Vous les politiques guinéens. Nous sommes des unités de même ordre quand on parle de la politique. Il s'agit de deux pays. Et surtout que le Kenya en Afrique orientale, c'est l'économie majeure de la région. C'est l'économie qui dirige toute cette région. J'y étais au mois de juillet, j'étais émerveillé quand j'ai vu qu'il y a 74 compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport du Kenya. Une économie de cette envergure. Les politiques doivent être plus responsables en pensant au peuple qu'à eux-mêmes. Notre problème ici, j'ai commencé hier à le dire, je n'ai pas eu le temps de le faire. Nous sommes aujourd'hui dans une chienlit en Guinée, pour deux raisons. Premièrement, on a une opposition qui s'est réduite malheureusement à un seul parti aujourd'hui, qui est l'UFDG. Les autres partis, malgré leurs bonnes idées, je prends le BL, malgré leurs bonnes idées, souffrent du vote ethnique. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc c'est l'UFDG et le RPG. L'UFDG, après les élections locales, malheureusement qu'on a présidentialisé, au lieu de rester local, qu'il y ait une élection qui sont des élections entre voisins et cousins, c'est le maire qui importe, ce n'est pas le parti. Tous les partis ont fait cette erreur,
au lieu de présenter... le vôtre. Mais je dis, tous les partis ont fait cette erreur. Au lieu de présenter des têtes de liste, des candidats qui doivent gérer, la population doit se reconnaître, la petite commune doit se reconnaître dans son gestionnaire. On ne l'a pas fait. On a présidentialisé. Donc, pour l'opposition comme pour le pouvoir, c'est comme si c'était le prélude à 2020. Mais toutes les vidéos qui sont passées, j'étais aux États-Unis, puis je suis allé en Chine, mais toutes les vidéos, toutes les radios qu'on a écoutées prouvent à suffisance que M. Cellou Dalein Diallo n'est pas le leader de l'UFDG, il est l'instrument de l'UFDG. Et on le met là, et le salut qui revient très fréquemment, c'est de dire, nous t'avons mis là pour nous donner le pouvoir. Et chaque fois que tu gagnes les élections, on te triche, tu cèdes. Et si désormais tu cèdes, nous allons t'enlever pour mettre quelqu'un d'autre qui va nous donner le pouvoir. Ce nous-là, ce n'est pas un programme de société. Ce nous-là, c'est une communauté. C'est le danger. Et devant cette nébuleuse... Vous allez très fort. Hein, oui. Mais c'est environ la même situation qu'Alpha Condé, quand Alpha Condé était président du RPG. Je vais vous le dire. Et c'était peut-être bon en son temps aussi. Mais on n'est pas arrivé à la guerre. Mais maintenant, nous avons ce risque. Nous courons le risque quand on dit guerre civile. Ou c'est vous, ou c'est nous en 2020, ou même avant 2020, ou ce n'est rien d'autre. Le message est très clair dans ce rang-là. En face de cette nébuleuse, il y a un RPG qui n'a pas de leadership clair, qui n'a pas de stratégie, qui ne participe pas à la gouvernance de son candidat élu, qui n'a pas, comme je l'ai dit hier, qui est à la limite le parti du pouvoir, qui n'est pas le parti au pouvoir. De telle manière qu'aujourd'hui, Alpha Condé est plus populaire que le RPG. Le RPG est plus populaire que les responsables locaux du RPG, qui à 85% ne sont pas en bonne intelligence avec la population à la base. C'est ça la réalité. Tout ça se déroule dans un État qui n'arrive pas à se donner une autorité. C'est ça le danger que nous courons aujourd'hui. Puisque tout à l'heure, on a commencé avec l'exemple kenyan. Oui. Il y a quand même des similitudes avec la situation kenyane où également c'était aussi deux communautés à la base vraiment qui, si vous voulez, étaient opposées. Alors, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment percevez-vous le fait que les pays francophones n'arrivent jamais à sortir des crises qui sont devenues quasiment cycliques, mais les pays anglophones ont quand même une capacité de régénération incroyable. C'est notre lecture de la démocratie, qui dans les pays francophones est beaucoup plus proche de l'anarchie que du respect de la loi. Les 365 jours de l'année en France, il y a grève quelque part. Les 365 jours. Je ne me souviens pas de grève au sud des États-Unis où j'ai vécu les 20 dernières années sur les 30 années passées. Je n'ai pas connu de grève. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une philosophie politique à la base. Et les Kenyans, comme les autres pays anglophones, donnent toujours une connotation traditionnelle autochtones à leur démocratie. La démocratie au Kenya est différente de la démocratie en Tanzanie, la démocratie en Nairobi, et en Namibie ou en Afrique du Sud. Mais ici, par mimétisme, le premier vote a eu lieu au Sénégal en 1840, quand l'Allemagne Samori n'avait que 10 ans, et nous voulons déjà être à leur niveau en 2018. Quand eux, ils sont à leur 13e législature et que nous soyons réellement à notre 3e. Voici un certain nombre de faits dont nous souffrons et nous voulons faire de l'ethnie parce que nous perdons nos repères. Nous avons fait des ethnies, des points d'ancrage derrière lesquels on préfère se cacher en tant que politique. Nous n'osons pas sortir de ce groupe-là. Quand je vois des gens qui vous viennent, disent voici ma contribution, mais je n'ose pas parce que ma communauté va faire ceci, va faire cela.
Je prends Faye, c'est un jeune politicien brillant en tant qu'individu. Il n'a pas de connotation ethnique à son parti. Il a vraiment un melting pot guinéen dans son parti. Mais il a ses meilleurs votes seulement à Guékédou et Kishirou. C'est ça le du leader. C'est ça qu'on impose. Et c'est Gassama qui le disait avant d'être ministre. Mais votre parti s'inscrit dans le même schéma. Vous Et croyez malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que les deux partis ultra dominants de notre pays, à savoir l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel, sont les partis justement qui divisent aussi les deux principales communautés de notre pays. Mohamed Mara, je crois que tu dois l'apprendre que je ne suis pas ce politicien qui croit que la vérité est seulement de mon côté. Quand je dis les partis, c'est y compris le RPG. Est-ce que ça, c'est tout compris le RPG, c'est compris c'est l'UFDG. Quand on identifie les partis aux ethnies, la victoire d'un parti, c'est la victoire de l'ethnie. La défaite d'un parti, c'est la défaite de l'ethnie. C'est ça, c'est ce qui devient problématique. C'est à cela, malheureusement, qu'on est arrivé. Comme je vous disais tout à l'heure, ceux de notre génération qui ont vu le reste de la colonisation, là, toute la Première République, la Deuxième République, je le dis, je ne cesse de le répéter, on n'avait pas ça pendant la colonisation. On n'avait pas ça au début de la Première République. Parce que moi, je suis des Kérouanais, entièrement malinqués. Il n'y a même pas d'autres ethnies aux environs. Mais nous avons eu un secrétaire fédéral, Loafa Souréné, qui est guerrier, c'était tout à fait normal. La BAU sont pareils. Béavogui était maire de Kissidougou, il est Thomas. Et Sékou Touré a été maire de Kaloum, il est malinqué, il était chez les Bagas. Les zones de prédilection de Diawadou, mais ce n'était pas le Fouta. Son fief, c'était Fourékaria et Kankan, Bari Diawadou. Mais il n'y avait que 5 universitaires à l'indépendance. Comment se fait-il qu'avec des milliers d'indépendances, nous trouvons que l'unité nationale n'est pas la bonne chose? Et ensuite, tous nos pères, là, les Mambassano, les Framoy Breté, les Réotra et autres, n'étaient que des moniteurs et des instituteurs. Ils ont tous écrit. Les intellectuels guinéens, docteurs et autres, où sont les ouvrages? Comment pouvez-vous vous imaginer... Vous en êtes concerné, parce que... Moi, j'écris. Et ça, quand je dis les intellectuels, c'est qu'ils en tiennent lieu. Je ne me tiens pas d'une des éminences, mais c'est comme ça, malheureusement, notre nouvelle culture aujourd'hui. Si on continue à pousser cette question de l'ethnie, je pense que difficilement on va s'en sortir, puisque c'est connu de tous les partis politiques en Guinée, c'est vraiment, ils ont une connotation ethnique. Et la vérité, mais quand vous prenez les élections locales, que le RPG, par exemple, qui perd par exemple à Kaloum, comme pendant les élections législatives, qui perdent à Bofa, qu'ils perdent par exemple à Koya, ça veut dire quelque part que, par exemple, en Basse-Guinée, ça veut dire que les gens, au lieu par exemple de voter pour l'IFDG, pour sanctionner le RPG, ils ont préféré les listes indépendantes. Est-ce que vous n'avez pas cette lecture? Oui, mais on a fait du progrès à Kakoni quand on a gagné chez Ousmane Gawal. Ah oui, il fallait bien qu'il parle de Gawal. Quand on a gagné là-bas, quand on a fait des percées, non, quand on a fait des percées, le FDG n'a gagné nulle part dans ce qui est considéré comme notre fief. Nous, on a fait des percées chez eux. Ça, c'est une réalité. Et c'est liste indépendante. C'est liste indépendante. C'est ce que je disais. Comme je dis, suivez mon regard. Quand je dis que le président est plus populaire que le parti, et que le parti est plus populaire que ses responsables locaux, c'est ce qui a amené à des listes indépendantes. Mais dès après les élections, ces listes indépendantes se sont ajoutées à nouveau au parti. Au parti pour pouvoir composer les conseils. Ça veut dire tout simplement, vous n'êtes pas des hommes qu'il faut à cette place qu'il faut, et nous sommes mieux dans la population. Ils l'ont démontré avant de revenir. C'est ça la signification de ce que je voulais dire. Et le président l'a dit au départ. Il a dit, même si c'est quelqu'un de la société civile, prenez-le si c'est lui qui peut faire gagner. Mais est-ce qu'on l'a suivi? Non. Apparemment, les choses ne sont pas passées comme ainsi. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on a présidentialisé les élections
Au lieu d'amener les listes, on aurait dû dire est-ce que on, vous pouvez on va voter pas, pour voilà, on va pas refaire toute Justement. l'histoire de ces élections communales. On reste dans le sillage, on aborde à présent donc cette crise post-électorale naissante. Justement, aujourd'hui, avant de parler de la crise syndicale, il serait superfétatoire quand même de dire que ça ne va pas. En tout cas, dans le landerneau politique de notre pays, il y a énormément de tensions. Aujourd'hui, rares sont les jours de la semaine où vous rêvez à 5 h du matin sans trouver les rues barricadées, ci et là dans la capitale, par exemple, guinéenne. Et comme, si vous voulez, approche de solution, l'ordre est venu du palais, demandant à la CENI de réexaminer notamment les PV en possession des partis politiques de l'opposition. Ce qui a été perçu, notamment par les médias et par beaucoup d'observateurs, comme une erreur fondamentale, puisque ne s'adossant pas à nos textes de loi. Quelle est votre lecture? Parce qu'on a compris que le parti au pouvoir, en tout cas le RPG Arc-en-Ciel, n'était pas du tout aligné sur la même longueur d'onde que le palais sur cette question-là. Nous venons de faire le code électoral. Nous avons l'habitude de faire les lois seulement dans des conditions de pression politique. J'avais fait des propositions pendant qu'on faisait le code électoral à l'Assemblée. On m'a traité même de nazi. Et on a dit que si je ne retirais pas mes propositions, le pays pouvait brûler. C'est ça la menace. Il pouvait brûler. Mais je savais que la manière dont le code a été conçu, parce que c'est ce que l'opposition voulait comme accord politique, qui est un arrangement entre les partis politiques qui exclut la grande majorité, nous avons fait un code comme ça, qui a déjà montré ses limites à la toute première élection. Vous ne vous sentez pas, responsable gêné de dire ça? Parce Je que me sur sens, nos je me antennes, sens. Vous avez dit que la Vous avez paix soutenu n'avait quand pas même. de prix. Et que, en fait, c'est c'était le ce prix que j'ai dit, c'est Oui. ce que j'ai dit, qu'on a fait une loi sous les menaces. Ou on fait comme ça, ou on n'aura pas la paix. Est-ce que ce code favorise la fraude? Puisque c'est dont il est question aujourd'hui, l'opposition estime qu'il y a une fraude organisée à son détriment. Oui, mais la fraude, l'opposition, c'est quand elle gagne qu'il n'y a pas de fraude. Mais chaque fois qu'elle ne gagne pas, On il y a sait toujours souvent, fraude. c'est la répartie que vous opposez à l'opposition. Oui, mais est-ce que dans ce code-là, il y a, par exemple, des passages qui favoriseraient la fraude? Non, ce n'est pas qui favoriserait la fraude, mais qui favoriserait, qui compliquerait les compilations. Je prends quelques quartiers. Dans des grands quartiers, on va avoir 2 ou 3 bureaux de vote. Parce qu'il faut quand même 500 seulement par bureau de vote. À l'intérieur des districts, ça peut marcher. Mais dans des grands quartiers ici, on a 3, 4, 5 bureaux de vote. Dans un même quartier. Il faut d'abord réunir les résultats des bureaux de vote dans le quartier, par souci de trouver la liste gagnante dans le quartier pour pouvoir désigner le chef de quartier. Ni dans la sous-région, ni ailleurs, on ne s'est pas donné encore les moyens d'aller aussi profondément dans la compilation des résultats. Nous avons voulu le faire en Guinée, alors que nous n'en avons pas les moyens. C'était déjà des germes pour une situation impossible à tenir. Et conflictogène. Hein. Conflictogène et qui peut être considéré comme fraude. Vous parlez là de la question liée à la désignation des conseils de district et de quartier. Oui. Ce dont il est question ici, c'est que l'opposition, par exemple, estime qu'il y a une annulation fantaisiste de PV dans des quartiers ciblés comme étant favorables à elle. Par qui? Annulé par qui? Par les présidents de CACV. Ok. Les présidents de CACV ne prennent pas seulement un PV pour dire « bon, je l'annule ». Le CACV est composé, il y a un président, mais est composé paritairement de tous les acteurs participant au vote. Il faut bien qu'on dise pourquoi on aurait annulé un PV. Et que les uns et les autres, peut-être à cause du fait que c'est leur fief, ils peuvent refuser, mais il doit y avoir des raisons sérieuses
pour dire ce PV ne peut pas être pris en compte. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, moi j'étais à la CENI. Cori va vous. J'étais à la CENI. porter plainte contre vous. Hein. Monsieur le Président du groupe parlementaire. Voilà. Du groupe parlementaire. Je m'excuse. J'étais à la CENI le jour de la dernière proclamation des résultats. Le président de la CENI, M. Salou Kébé, a dit, concernant ce qui s'est passé à Massanta, il n'a pas fait des éloges aux magistrats, mais le comportement des magistrats, en tout cas en ce qui concerne Massanta, ça n'honore pas la corporation. Oui, mais c'est ça un peu la loi. Si c'est un magistrat, si c'est le président qui doit l'annuler, s'il l'annule, c'est sans appel. C'est ça, nous avons voté. Mais on n'accepte pas la loi quand c'est en ta faveur, et tu ne l'acceptes pas quand ce n'est pas en ta faveur. Oui, mais le problème, c'est que la CENI avait fait publier un communiqué pour dire qu'il n'était pas du ressort des magistrats de faire annuler des bureaux de vote. Et un communiqué qui est arrivé sur le tard. Des parce CACV que, plutôt. Mais des présidents de CACV. Et un communiqué qui est arrivé sur le tard parce que beaucoup de bureaux de vote avaient vu donc leur PV annulé. D'abord, on avait très peu de magistrats pour autant de CACV. Donc la panacée qu'on avait trouvée, c'est qu'un même magistrat pouvait présider 2, 3, 4 CACV. Vous imaginez la suite. Mais ce que je sais, c'est que nous avons pris une habitude ici. Quand on vote une loi, quand on trouve que ce n'est pas favorable, on parle de consensus. Comme quand l'opposition demande à ce qu'on crée une commission mixte pour revoir les PV. Oui. Ce n'est prévu dans revenez maintenant loi. à ma question. Voilà, ce n'est prévu. Cette proposition, en réalité, c'est adossé C'était- aux directives venant du palais. Quelle est votre lecture? Ce n'était pas justement normal. La loi ne se crée pas, ne se vote pas au palais. La loi se vote à l'Assemblée. Elle est promulguée par le président de la République. Quand tel est le cas, l'application revient à ceux qui sont en charge d'appliquer la loi. Le palais fut-il, le palais présidentiel ne peut pas modifier la loi en cours. Vous pensez donc que le président Alpha Condé Je ne sais pas si s'est c'est pris les lui qui pieds l'a donc dit, dans- je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais si c'est venu du palais, ce n'est pas la bonne adresse. L'injonction, C'est ce qu'on dit. selon plusieurs observateurs, c'est Je revenu n'ai pas vu du d'acte palais dit Sékou que Touré. le palais dit il faut faire ça. Honorable, est-ce que Parce qu'on peut insinuer comme si le palais ou l'exécutif donne des ordres à la CENI. Donc pour vous, honorable, c'est cet exercice qui consiste à réexaminer les PV. Et hors la loi. honorable, justement, vous pensez que cet exercice de réexamen est hors la loi, alors que certains estiment que ce dont il est question, c'est de ne pas changer. C'est-à-dire l'opposition n'a pas demandé à ce qu'on change les résultats éventuellement en sa faveur et en défaveur du pouvoir, mais que les vrais résultats soient publiés. Donc, ce n'est pas un exercice de changement des résultats qui est commandé à la CENI, mais un exercice de vérification pour que ceux qui sont réellement sortis des urnes soient prononcés. Donc, ce n'est pas un jeu de mots, il s'agit Si c'était donc de vérifier. C'était un jeu de mots. Qu'est-ce qu'on appelle le vrai résultat? C'est ce qu'on croit qui est à ma faveur. C'est ce qu'on appelle le vrai résultat. Mais pourquoi la CENI a accepté, par exemple, d'inviter... Oui, d'engager des concertations. Si elle sait pertinemment bien Vous pensez que c'était une erreur de la part Non, de la CENI? je crois que nos institutions doivent apprendre à respecter la loi, à ne pas s'adapter à la conjoncture. Parce que finalement, on crée exprès la conjoncture. L'opposition guinéenne a cette habitude. C'est qu'elle ne peut pas obtenir à l'Assemblée parce qu'elle a une minorité. Elle vient dans la rue et essaie de l'obtenir dans les accords politiques. Vous l'y aidez assez souvent. Non, nous l'y aidons les parce accords que de 12 octobre sont là quand même pour le prouver. Nous l'y aidons tout simplement parce que, j'ai commencé par ça, par la faiblesse de l'autorité de l'État. Il est inconcevable dans une république qu'il y ait des quartiers pendant 5 ans qui décident que personne ne passe. Il faut faire un profilage quartier, ou bien si on voit un véhicule, on casse le Je ne pense véhicule. pas que cela puisse nous amener jusqu'à ça. Non, quand même. mais Parce qu'un attendez. profilage de faciès. Mais absolument, à Bambeto, bien sûr. C'est dangereux, c'est Mais là, vous parlez de Bambeto, mais
ces jours, C'est dangereux. pendant les manifestations, mais ce n'est pour la réouverture des classes, ce n'est qu'une conséquence. On a vu que des jeunes également. Ce n'est qu'une conséquence. Les passagers dans les véhicules. Ça veut dire que ce que je dis est vrai. C'est ça la faiblesse de l'autorité de l'État. Bien. Ça ne doit pas se passer nulle part. On ne doit pas manifester sans demander la permission. Ce n'est pas une pratique propre à un seul quartier. Bien, alors, Mais c'est ce que finalement, je dis. finalement, Mais- parce qu'il faut non, qu'on non, non, progresse. mais c'est l'axe-là qu'on appelle. Les autres l'appellent l'axe du mal. L'opposition l'appelle l'axe de la démocratie. Quand on les arrête, Elle l'appelle la République de Ratoma. voilà, quand on casse, ils sont des badauds. Quand on les arrête, ils deviennent des militants. Comment vous avez réagi à l'article de François Soudan quand il qualifie tout un pan de Conakry de République de Ratoma? Parce que c'est un no man's land. Eh bien, vous y croyez? C'est... Non, mais C'est Vous croyez aussi, Si- vous si croyez aussi vous que croyez, François Soudan écoutez, c'est un no man's land? Écoutez, c'est une république à part? François Soudan est un journaliste extrêmement futé et bien connu, qui n'est pas né de la dernière pluie. Dont on dit qu'il est très proche d'Alpha Condé, quand même, Vous et moi, qui est son ami. vous et moi, nous sommes d'accord que Ratoma, enfin dans cette partie Bambeto, est un quartier à part dans la République de Guinée. Vous êtes d'accord? Appelez-le comme vous voulez, République de Ratoma, axe du mal, axe de la liberté, mais vous savez que ce n'est sous le contrôle de personne. Là, au moins, vous êtes d'accord. Vous condamnez chaud. cette appellation utilisée par le François Soudan de République de Ratoma? Non. Vous ne condamnez pas? Non. Alors, on va aller très vite parce qu'il nous reste 15 minutes. C'est un État dans un État. Il nous reste C'est un 15 no man's land. Bien. Il ne faut pas avoir peur du Il monde. nous reste 15 minutes avec l'honorable parce qu'il y a le second invité qui donc patiente dans nos locaux. On va à présent donc vous faire réagir à ces mêmes manifestations donc, qui profilent à l'horizon. La semaine dernière déjà, l'opposition a appelé à une journée ville morte qui a été largement observée à Conakry. La ville de Conakry qui était totalement paralysée, morte, on peut se le permettre. Et ce lundi, l'opposition appelle, cette même opposition appelle à une nouvelle journée ville morte. Dans la semaine, d'autres manifestations pour continuer donc à exiger l'application des vrais résultats sortis de ces élections communales. Ça vous fait peur cela? Et comment? Sans oublier que 3 plateformes de la société civile appellent aussi à une autre journée ville morte mercredi. Voilà. Mais voilà, c'est ce que Cette fois-ci pour la situation de l'école. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand l'appel, le mot d'ordre de grève, ce n'est pas une calamité qui tombe du ciel sur une ville. C'est les personnes qui demandent. À partir de cette date, nous allons en grève. Quand on choisit la période chaude, post-électorale des manifestations, pour appeler à des grèves, et qu'au même moment, on se demande, est-ce que ces manifestations ici, c'est pour l'ouverture des écoles, ou bien ces manifestations ici, c'est pour des revendications post-électorales, c'est pour créer la chienlit. L'idée est claire, la stratégie est claire. Est-ce que ce n'est pas facile? Je ne le dis pas. D'autant qu'il y a eu une première manche de cette grève en novembre. Et quand le SLEG suspendait cette première manche, elle avait annoncé que 2 mois après, elle reprendrait la Si grève. ces revendications À n'étaient pas côté de cette liberté syndicale. Oui, mais à côté... C'est d'autant plus grave que vous insinuez que, si vous Il y a voulez, une les implication. syndicalistes seraient en collusion carrément avec Non, il l'opposition. favorise d'abord l'opposition, cet acte de dire nous soutenons le SLEG. Deuxièmement, SLEG choisit ce moment pour le faire. C'est ça la différence entre la liberté syndicale et la responsabilité syndicale. Mais honorable, Ça, c'est la Quand une liberté, dans son exercice, doit amener au chaos, il faut y veiller. Et c'est ce que je ne reproche pas les revendications de la SLEG. Mais cette J'aurais fait autre chose. Elle incombe au gouvernement aussi. J'aurais fait autre chose si j'avais la décision. Nous ouvrons les séances, la session de session des lois, session des lois. le 5 avril. Avril. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais choisi les 2 premières quinzaines, les 2 premières semaines, la première quinzaine de ce mois mois, d'avril. pour en faire une session extraordinaire sur la loi des finances, pour la rectifier. Comment? À l'anticipation. Oui, c'est ça les conditions qui me le demandent. Je voulais, sans changer l'équilibre général du budget, j'aurais réaménagé
des lignes à l'intérieur pour satisfaire les enseignants. Mais qu'est-ce que j'allais faire après? Je sais que j'ai les résultats d'une certaine biométrie. Quand je vois que ces mêmes enseignants, ou en tout cas à certains niveaux, déclarent avoir 70 000 étudiants dans les classes pour lesquels on payait de l'argent, alors qu'il n'y en a que 40 et quelques mille. Quand les universités privées annoncent avoir 40 000 étudiants, alors qu'elles n'en ont que 21 000, il y a eu du trop perçu pendant trop longtemps. Et en 9 ans, on a payé 1300 milliards aux universités privées, dont la moitié sur du faux. Ça, ce sont nos camarades enseignants. Au moins 10 000 de ces enseignants ont double fonction à la fonction publique. Ils sont à l'école et ils ont d'autres fonctions à la fonction publique. La biométrie relève. On ne veut pas. Vous parlez des enseignants mais le supérieurs. ministre de la fonction publique disait qu'il avait fait une bonne biométrie. Donc, cela suppose que tout l'effectif... Quand on a fait une bonne biométrie, c'est ça la faiblesse de notre État. J'aurais poursuivi ces malfaiteurs pour remettre l'argent du peuple qu'on aurait donné aux enseignants aujourd'hui. Alors, c'est des milliards. Mais vous avez l'occasion. Vous pensez aujourd'hui, vous avez l'occasion de le faire, puisque finalement, tous ces chiffres grotesques qu'on nous balançait à la figure au niveau du supérieur, finalement, cette année, des étudiants n'ont pas été orientés. Donc, ça suppose que vous avez une cagnotte de récupérer sur ce qui était jusque-là donné à l'enseignement supérieur et que par conséquent, au-delà de ça, quand on parle de 55 000 ou qu'on parle de 50 000 ou de 40 000 enseignants, la même biométrie, combien sont en classe? Il y a beaucoup qui sont dans les... Pas plus de 9 000. Il y a beaucoup qui sont dans la rue aujourd'hui, ne sont pas en classe. Alors, ça veut dire que ce n'est pas des revendications syndicales pour pouvoir enseigner nos enfants, mais c'est pour autre chose. Vous pensez qu'il y a une imbrication entre le syndicat et le politique, mais est-ce que les propositions que le gouvernement est en train de faire maintenant là, s'il les avait faites par exemple en novembre, est-ce qu'on serait là? Première question. La deuxième question, et Cellou Dalein Diallo a dit aujourd'hui qu'il est prêt à renoncer une part du budget qui lui est alloué pour faire face aux réclamations des enseignants. Ça, et il dit, il dit... C'est la démagogie, 2 milliards et il fait combien la moitié? Vous me laissez. Voilà, exactement. Oui, mais c'est la démagogie. C'est une belle intention déjà. Il a été Premier ministre. C'est une belle intention déjà. Il y a eu beaucoup de grèves. Il va plus loin. Il dit, si la primature, la présidence, l'Assemblée nationale en faisait autant, on parviendrait vraiment à régler cette crise. Il y a des institutions quand même qui gagnent par exemple 16 milliards. Justement pour enchérir. C'est ça la démagogie. Quand lui, l'année dernière, il a eu 40 000 euros par mois, il n'a pas pu payer les 3 millions à Mamou, c'est pas normal pour son parti. Comment? Il parle de la démagogie. Il y a le secrétaire syndical. Il y a un fait qui vous échappe. Honorable, et nous, dans les médias, on s'y attendait un peu. On savait que dès après la campagne électorale, que l'État serait quand même confronté à des problèmes de trésorerie. Et aujourd'hui, c'est la BCRG qui interpelle son autorité de tutelle, qui est la présidente de la République, pour dire attention. Non, la BCRG n'est pas... Elle est autonome. Elle est autonome, mais pas indépendante. Non. Aucun ministère n'est indépendant. Mais l'autorité de tutelle n'est pas la présidente de la Banque. D'accord. Le gouverneur de la Banque centrale a écrit au président de la République pour alerter sur le niveau d'endettement. D'endettement du trésor public. Auprès de la Banque centrale. Parce qu'on a connu des dérapages. Ça n'a rien à voir avec les élections. Non, ça n'a rien à voir avec les élections. Vous êtes certain que vraiment il n'y a pas eu de dérapage énorme au cours de cette période électorale? Parce qu'en 2015, d'où venait l'argent que l'on distribuait à tout va durant la campagne? Ça, je n'étais pas là. Je l'apprends. Mais en 2015, par exemple. Oui, mais vous étiez là en 2015. Talibé, autant pour moi. En 2015, vous étiez là. Oui. Or, il y a eu justement ce type de pratique. On se souvient encore, nous, dans la presse, on a étalé des rapports financiers qui ont été déposés sur la table du président de la République, dans lesquels, dans certaines régies financières de l'État, les directeurs généraux écrivaient carrément 500 millions par-ci, 500 millions par-là, effort pour la campagne de la présidence. Mais il n'y a jamais eu de sanctions. Pendant la dernière session, je
crois que c'était à la fermeture. Le Premier ministre était dans la salle de l'Assemblée nationale. Je l'ai interpellé. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, je suis contre que des directeurs de régie financière fassent publiquement de la politique avec l'argent public. Vous prenez le contre-pied de Alpha Condé qui a dit à Addis Abeba que ce n'est pas normal. Je te dis que moi, je suis président du groupe parlementaire, je suis député, je suis élu du peuple, j'ai 105 ans. Ce que je n'ai pas eu jusque maintenant, je n'attends pas ça de quelqu'un. Mais je l'ai dit, c'est ma conviction, j'ai dit que ce n'était pas normal que des directeurs de régie nationale, financière, puissent faire ouvertement de la campagne avec l'argent public. Je l'ai dit, hein, et je l'ai interpellé, le Premier ministre, à la tribune de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas faire mieux que ça. Quand le président Alpha Condé s'accroche à l'idée d'un programme que la Guinée, du programme que la Guinée avec les institutions de Bretton Woods pour ne pas pouvoir faire face aux revendications, au paiement exigé des 40% immédiatement. Comment vous comprenez cela? Non, c'est tout à fait ça le cas. Si nous devons faire face à ces revendications aujourd'hui, la conséquence, nous serons absolument obligés d'arrêter certains investissements, souvent très importants pour ces mêmes enseignants, pour ces mêmes élèves. C'est ça la vraie situation. On ne crée pas ça parce qu'on le veut. On ne donne pas l'argent parce qu'on le veut. Il reste que 5 minutes. Ce qui m'interpelle, excusez-moi, ce qui m'interpelle dans tout cela, et le chef de l'État l'a reconnu d'ailleurs dans sa dernière interview avec notre confrère Aladji Sellou, il reconnaît que c'est parce qu'on a retravaillé, notamment le fichier de la fonction publique, qu'il y a eu quand même une sorte de désemboîtement dont nous sommes en train aujourd'hui de vivre les conséquences. La question qui se pose, c'est où étaient les experts nationaux, mais aussi étrangers, que nous avions embauchés à l'occasion pour faire ce travail, pour ne pas quand même voir que ce fichier-là, ce nouveau fichier, créerait autant de problèmes, parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est pratiquement 600 milliards de francs de surplus. Le même président a dit, et ça a choqué les gens, que le problème de la Guinée, c'est les cadres guinéens. Oui, mais sauf qu'à l'occasion, il a dit, non, d'accord. Vous voulez quand même tenir de rigueur les cadres étrangers, les experts qu'on a fait venir? Non. Ils nous disent l'application, l'exécution budgétaire, c'est à nous. Mais absolument. Vous êtes en train de confondre. Je suis législateur. Absolument. Je suis du deuxième pouvoir. Je suis le législateur qui est un pouvoir à part, qui a pour rôle de faire les lois et même de contrôler l'action du gouvernement. Et souvent, je le fais, et on va dire même au président qu'on ne me reconnaît pas en tant que membre de la mouvance présidentielle, et le président me le rend bien en disant « ça c'est l'Assemblée, je ne me mêle pas ». Et tenez-vous bien, à cause de ça, j'ai fait mobiliser, à cause de ces exigences, 1061 milliards cette année de recettes administratives qui n'étaient pas budgétisées. Vous revendiquez seul tout cela? Non, quand je dis « je », c'est le groupe. Quand je dis « je », c'est l'Assemblée. Ça veut dire que s'il y a un peu de rigueur dans la mobilisation des recettes, s'il y a un peu plus d'efforts, un peu plus de transparence, qu'est-ce que j'aurais fait? Vous avez la capacité d'aller chercher plus de ressources pour pouvoir faire face aux revendications. Ça ne va pas. Absolument. Ça ne va pas peut-être plaire au président. J'aurais fait un gouvernement plus réduit maintenant. Le remaniement, il s'impose? J'ai dit que j'aurais fait un gouvernement plus réduit. J'aurais fait un gouvernement plus réduit, plus de missions, et j'aurais fait réaménager le budget. Absolument. Et j'aurais sanctionné, mais alors sanctionné ces détournements qui se trouvent beaucoup plus dans l'enseignement qu'ailleurs dans la structure administrative. Au niveau aussi des régies financières. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi pas? Je dis beaucoup plus dans l'enseignement que partout ailleurs. Imaginez-vous. 1300 milliards en 9 ans, rien qu'aux universités. Aujourd'hui, votre camp, pour en arriver peut-être à la fin avec vous, votre camp crie au complot, disons, à un plan de déstabilisation de votre régime avec cette imbrication donc, de la grève des syndicats, des enseignants, mais aussi de toutes ces manifestations projetées par l'opposition. Est-ce que vous avez des preuves? Et il y a un responsable de la société civile qui est dans le viseur de votre camp, Abdourahmane Sano,
qui est accusé. Abdourahmane Sano est un opposant, il n'est pas de la société civile, c'est un opposant totalement, il ne s'en cache même pas. Vous avez des preuves contre mais absolument, il en veut. Et il relève parce que de quel parti? On peut être opposant sans appartenir à un parti. Il est proche de quel Il est pas proche. Je ne sais pas de quel. En tout cas, il déteste particulièrement Alpha Condé. Je l'ai senti C'est un problème dans les choses. C'est un problème personnel qu'il a. Non, il est de l'opposition. Oui. C'est le monsieur qui a déclaré que nous avons multiplié ou doublé nos salaires et il l'a affirmé sur toutes les radios à l'Assemblée. Et je l'ai interpellé. On arrive au terme de cette interview avec Honorable Damaro. Vous regardez cette caméra et vous vous adressez donc au peuple de Guinée et donc vous tirez... Et aux enseignants surtout. Aux enseignants surtout, parce que l'école guinéenne reste encore paralysée. J'avoue que il y a une première nécessité qui s'impose aujourd'hui en Guinée. C'est l'état général de l'école guinéenne. L'école guinéenne est malade. Elle n'est même pas prête à être guérie de la maladie dont elle souffre aujourd'hui. Nos enseignants doivent être plus responsables qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça ne va pas les plaire. J'aime enseigner, j'ai enseigné aussi. J'ai beaucoup de promotionnaires et d'élèves qui sont aujourd'hui dans les bureaux et qui enseignent aussi. Mais quand on est dans une certaine situation politique, il faut privilégier la paix. Sans la paix, il n'y aura pas d'école. Et on peut trouver tout ça autour de la table. Quand on parle de 8 millions, on ne peut pas accorder 8 millions à tout le monde. Il y a des hiérarchies. Mais ce que je peux dire aux uns et aux autres, Oui, en conclusion. Oui. voilà, aux uns et aux autres, ça a plus de patriotisme. Ils ont raison sur beaucoup d'angles, sur beaucoup d'angles. Mais il y a aussi une responsabilité qui leur incombe aujourd'hui. Et j'ai fini par ça. Peut-être question bonus, il faut déclarer l'année blanche? Peut-être ça aurait été bien. Il faut finalement aller à cette solution. Ça, pour pouvoir en faire une année sabbatique. Vous êtes favorable? Vous êtes favorable à l'année blanche? Je serais d'accord aujourd'hui. La thèse de l'année sabbatique. De l'année sabbatique pour que l'on réforme le système enseignant. Imaginez-vous, 16 000 étudiants qui sont sortis cette année. Il n'y a eu que 150 qui ont fait mathématiques. Ça ne suffit même pas pour les écoles de Kaloum. Imaginez-vous. 150 sur 16 000. Bien. Ils forment des chômeurs. Alors, donc, pourquoi pas une année blanche? En tout cas, l'honorable Amadou Damaro Camara n'y est pas contre. En tout cas, il est le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il était avec nous sur ce plateau pour commenter l'actualité sociopolitique de la semaine. Merci à vous, honorable. Merci d'être passé par là. De vous remercier. Bien. La suite dans un instant avec notre second invité, le secrétaire général adjoint du SLEG.